Donc, je vais me présenter, si on arrive à gérer les lumières. Super. Donc, je travaille à la direction des jardins à la ville de Rennes. Et ma fonction est de chapeauter l'ensemble de la maintenance de l'ensemble des espaces verts de Rennes. Donc, c'est le parc du Tabor, dans lequel on va discuter, mais c'est aussi l'ensemble des parcs sur la ville. On a aujourd'hui près de 900 hectares d'espaces verts, et bientôt 1000. C'est les terrains de sport, c'est les arbres d'alignement qui ponctuent un peu toutes les voiries, c'est les cimetières, c'est les écoles, les crèches. Voilà. Donc c'est un patrimoine très important. Et si vous verrez tout à l'heure une photo, la ville de Rennes est une ville très verte, même si lorsqu'on se balade dans le centre-ville, on n'a pas cette impression-là. Parce que si vous allez porter de la gare et vous allez jusqu'à la place Roche, vous aurez plutôt une impression d'une ville minérale. Mais dès que vous arrivez dans les faubourgs à partir des années 1930, et surtout ce qui a été construit à partir des années 60, c'est-à-dire toutes les unes, comme le Glaume, comme Villejean ou d'autres, à ce moment-là, vous arrivez dans une ville extrêmement verte, une des plus vertes de France. Alors, aujourd'hui, mon propos va plutôt être centré sur le parc du Tabor, qui est un parc que j'adore, personnellement, que j'aime beaucoup, pour plein de choses. C'est un parc qui a une histoire, je vais commencer par ça d'ailleurs. J'aurais pu l'intituler la grande histoire, ou les petites histoires dans la grande histoire. Et je pense que voilà, quand on gère un parc comme ça, il faut qu'on ait la dimension historique en tête, toujours. Et c'est ce que j'essaie moi d'avoir, ou ce que j'essaie d'affluer de mes collègues, c'est de respect de l'histoire et essayer de réinventer ce parc-là, tout en ne pas le dédier et ne pas le faire dévier d'un chemin qui date de nos prédécesseurs. Alors, voilà une photo aérienne du parc du Tabor. Je ne sais pas si elle est très visible. Pour vous repérer, voilà, vous avez... j'ai pas de pointeur. Je vais faire ça avec la souris. Ici, vous avez l'entrée Sainte-Melaine. Vous avez le Boulingrin. Vous avez ici l'enfer. Vous avez la partie à la française ici, la grande pelouse, le jardin botanique, l'aire de jeu et le secteur des Calvines. Voilà, et donc tout autour de mon discours aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les différentes zones et d'où ça vient. Alors, cette configuration-là date des années 1914. On considère que le parc du Tabor a été, on va dire, achevé dans sa superficie et dans ses aménagements en 1914. Mais on peut aussi considérer que les premières dates où on a commencé à parler du Tabor, c'est 1535 à peu près. Donc ça a mis 400 ans. 400 ans pour se faire. Et c'est toute l'histoire de Rennes qui se traduit par rapport à ça. Alors, vous avez la partie française, et on va commencer par un peu d'histoire. Voilà une photo, un plan plutôt, que j'ai pris dans les archives, qui montre bien, que je vais vous expliquer, qui montre bien d'où ça vient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Rennes était une ville qui a été marquée dans son histoire par la présence très importante de monastères, d'évêchés, qui ont marqué de leur empreinte l'aménagement de la ville de Rennes, et notamment toute cette partie de la ville entre la place Sainte-Anne, ici, Hoche, Foch, et puis Sainte-Melaine. Je vous parle d'un temps où la ville de Rennes s'arrêtait à peu près à la place Sainte-Melaine. C'est-à-dire, pour vous repérer, ça c'est l'église Sainte-Melaine, ça c'est la place Sainte-Melaine telle que l'on la voit aujourd'hui, et vous avez l'embranchement de la rue Sainte-Melaine ici. Voilà. À cette époque-là, la ville s'arrêtait quelque part par là. Donc là, on était à la campagne. Ça, c'était la campagne. Et Tabor, en fait, c'est le mont Tabor. Ça vient en fait d'un mont en Palestine, sur lequel emprunte
de la religion chrétienne était très forte, et les moines qui étaient là, il y a un monastère, c'est-à-dire que le monastère qui était là, qui s'est construit à partir de 1500 et quelques, ici, là, le monastère, a acheté progressivement les terrains ici pour en faire des terrains de culture. Vous aviez de la vigne, vous aviez des pommiers, vous aviez des vergers, vous aviez des cultures, et les moines se nourrissaient avec ça, et puis vendaient et s'enrichissaient en vendant les produits de l'exploitation des terrains. Donc ils achètent des terrains et ils appellent ça tabor, en souvenir, plutôt en mémoire de la religion chrétienne, sur laquelle ils étaient bien sûr très, très fortement impliqués. Au fur et à mesure des années, ils rachètent un certain nombre de terrains, et dans les années 1700, jusque dans les années 1700 et quelques, ils possédaient en fait toute cette partie-là, y compris ici, et c'était les terres du monastère. Voilà. Avec ici l'église Sainte-Molaine, et là le monastère qui était là. Ils avaient donc aménagé des parties, donc c'était des parties cultivées, et là il y avait une promenade, ici. L'enfer n'existait pas encore à l'époque, hein, c'était une promenade où il venait un peu se prélasser, se délasser. Et puis donc, en 1720, un incendie, que vous avez dû entendre parler, sur Rennes, hein, détruit une bonne partie de la ville de Rennes, et le constat qui est fait par les édiles de Rennes, c'était que il n'y avait pas d'eau. À l'époque, les pompes n'existaient pas, et donc puiser dans la Vilaine à partir de Sceaux, ça ne marchait pas, c'était pas suffisant. Et ils se disaient à l'époque, si on avait eu une citerne en hauteur, eh bien, il aurait suffi d'amener des tuyaux et on n'aurait pu éteindre l'incendie. Donc pour éviter que ça se reproduise, eh bien, en partie haute de la ville, on va creuser un fossé double, dans lequel on va mettre de l'eau, et on va faire tout un réseau pour amener l'eau dans la ville qui était construite en bois et qui menaçait de brûler. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont demandé aux moines, ici bénédictins, de creuser et de mettre la terre sur le côté. Donc il y a un creusement, et donc là on a mis de l'eau en prévision d'un éventuel futur incendie qui n'est jamais arrivé. Et tous les ans, la ville payait les moines pour entretenir ce bassin. Et pour l'anecdote, ce bassin a été comblé en 1790, donc presque 70 ans après, sans n'avoir jamais servi, à part pour les moines qui faisaient du canoë, enfin du bateau là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que l'enfer s'appelle l'enfer. Alors il y a plusieurs raisons. Hein. Je vais vous en donner trois. Vous choisirez. Je ne vous dis pas laquelle, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Je vais vous donner trois raisons pour lesquelles ça s'appelle l'enfer. C'est quand même étonnant d'un lieu qui s'appelle l'enfer. La première raison que l'on vous donne, c'est que avant de creuser, il y avait une petite promenade, ici, là, tout autour, qui s'appelait le paradis. Et donc le fait d'avoir creusé au milieu, et de mettre, bien sûr, de remonter le paradis, eh bien, par négation, eh bien, le milieu, c'est appelé l'enfer. Il faut imaginer que par rapport à si vous avez été sur site, aujourd'hui, l'enfer était, le trou était beaucoup plus profond, il a été recomblé, mais il faisait dizaines de mètres de profondeur. Première explication. La deuxième explication, c'est que les moines étaient des bons vivants, bien connus. Hein. Le vin de Sainte-Molaine était plutôt un vin qui était acidulé. Et il y avait dessous une congrégation qui s'appelait les Catherinettes. D'ailleurs, la partie du tabor qui est en dessous, là, s'appelle les Catherinettes. C'était une congrégation qui était austère, une congrégation de femmes, menée par une main de fer, par une dame patronesse, et qui était outrée par les cris joyeux des moines qui faisaient la pagaille dans l'enfer, et on disait que les Catherinettes disaient mais qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est vraiment l'enfer, parce qu'ils entendaient des cris, c'était un peu comme dans l'enfer. Deuxième explication. Troisième explication qui est donnée, qui est arrivée un peu plus tard, c'est que donc ça a été comblé en 1790, et lorsqu'il y avait une querelle, les duellistes, quand ils voulaient se battre en duel, se disaient on se retrouve là-bas, rendez-vous en enfer. Et ils allaient dans ce site-là pour aller se battre en duel jusqu'au premier sang, voire au-delà. Voilà. Trois explications pour l'enfer. Peut-être qu'il y en a une de bonne, peut-être les trois, ou peut-être aucune, je ne sais pas. En tout cas,
c'est pas aujourd'hui affirmer la bonne définition de l'enfer. Voilà. Donc on est en 1720, les moines creusent, et en 1770, l'État donne le palais abbatial, ici qui était là, à l'évêché. L'évêque de Saint-Brieuc qui arrive, qui devait être sans doute quelqu'un important, en tout cas qui se pensait important, et qui, à partir de là, entame la guerre, une vraie guerre ouverte, avec les moines. Demande ce terrain, ce qu'on appelle le jardin de l'évêché, fait un jardin à la française, avec des petites broderies. Donc vous voyez bien déjà qu'on était dans une conception totalement différente des moines qui étaient plutôt des bons vivants, qui faisaient de la vigne et qui produisaient. On avait des moines cultivateurs et un évêque qui était plutôt de l'aristocratie. Obtient cette promenade pour pouvoir se promener avec les personnes qui visitaient, et obtient ici cette promenade aussi. Donc commence à entourer les terrains des moines, qui se trouvent un peu contraints, qui pour aller de ces terrains-là à ces terrains-là trouvent des difficultés, avec visiblement des vrais problèmes de cohabitation. C'est un peu la guerre, et en 1775, donc 5 ans après, l'évêque obtient que tous ces terrains-là lui soient donnés, enfin petit à petit, il prend son plus. On arrive à la Révolution, 1793, et la ville de Rennes est devenue un vrai bastion républicain, et donc tous les biens de l'évêque sont confisqués, l'évêque est foutu viré, et donc la ville récupère l'abbatiale, récupère les jardins, récupère un peu tout ça, confisque ces terrains-là, et les revend à des citoyens machin, qui l'achètent. Donc la ville se retrouve avec très peu de terrain, et ici on crée le premier jardin botanique et on met le muséum d'histoire naturelle ici. La ville donc, commence à arriver, la République arrive et la ville s'installe. En 1802 ou 1, il y a le Concordat et l'évêque revient. Il y a une sorte de Napoléon achète un peu la paix religieuse et remet aux évêques les mêmes droits qu'ils avaient avant la Révolution. Donc l'évêque revient et dit maintenant c'est moi le patron. Donc il veut récupérer tous les terrains, mais l'État fait une sorte de poids en deux et dit ok, vous récupérez l'abbatiale, vous récupérez les terrains là, mais tout ça, ça va devenir un jardin public. Et à partir de là, il y a eu un combat entre l'évêque, qui était sans doute pas un très bon coucheur, et puis les gens qui voulaient commencer à visiter le parc, qui était à l'époque assez restreint, parce que c'était ça et ça. Et puis il a fallu attendre 1820, 1830, pour que l'église ici, là, il y a une petite église, soit détruite, et que l'on crée à partir d'ici le boulingrin, qu'on fasse une entrée, et qu'on commence à arriver au parc que l'on voit aujourd'hui. Donc là on a 1820 à peu près. Si je reviens un peu avant, voilà, donc là ce que je vous ai expliqué, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est comment le boulingrin s'est créé. Alors boulingrin, peut-être pas savoir, c'est boulingrin, ça vient du mot anglais, c'est bowling green, qui s'est francisé, qui est devenu boulingrin. En fait, voilà, c'était les Anglais qui ont inventé ça, c'était on venait balancer des boules et on venait faire un bowling aussi. Donc, 1820, le parc du Tabor, c'est cette partie-là, qui n'est pas tout à fait aménagée de la même façon, c'est l'enfer, c'est les petites promenades, et puis c'est quelques bouts de jardin. Entre-temps, le jardin botanique a été transféré par là, c'est un petit bout de terrain par là. Voilà. Et donc, il a fallu attendre 1860 à peu près, pour que la ville rachète tous les terrains jusque-là, et qu'il mandate les frères Buller, qui étaient les paysagistes à la mode, qui venaient de la Tête d'Or, qui avaient fait aussi le Bois de Boulogne. C'est l'époque où il y a toutes les villes, c'est le début de l'âge d'or en fait, avec la Deuxième République.
République notamment, la fin du Second Empire, la Deuxième République, où les villes s'industrialisent, les villes ont de l'argent, et commencent à créer pour la classe dominante des lieux où on avait le droit de rien faire à part se représenter socialement. C'est-à-dire que pour schématiser, ceux qui avaient de l'argent mettaient une belle robe et un beau chapeau et venaient se montrer au parc, tout d'abord, et ceux qui n'avaient pas d'argent venaient voir ceux qui avaient de l'argent en espérant demain être comme eux. Donc il y avait un rôle un peu social, c'était le loft de l'époque, si on peut dire, où toute la conception de ce parc a été faite un peu dans cet état d'esprit, en disant je vais donner des buts de promenade, des buts de représentation, pour dire tiens, aujourd'hui on va aller voir la grotte, ou on va aller voir la cascade, ou on va aller voir le jardin botanique. Et donc quand on va au parc du Tabor, eh bien vous avez toujours en disant tiens, ben, je vais aller voir la grotte, ou je vais aller voir les bassins ici. Voilà. C'était donc des fabriques, ce qu'on appelle des fabriques, des lieux sur lesquels, qui donnaient envie, des statuaires par exemple aussi. Pour finir mon histoire, donc on est en 1866-68, les frères Buller aménagent toute la partie haute, et il a fallu attendre 1914 pour que toute cette partie-là soit aménagée et qu'une nouvelle entrée soit créée ici. Voilà. Et on peut considérer qu'en 1914, c'était à peu près la configuration actuelle. Ce qui a juste changé depuis 1914, c'est cette partie-là, qui étaient les arrières du Tabor, hein, c'est-à-dire qu'il y avait les serres et compagnie, et là, il y a une nouvelle entrée qui a été créée ici, à partir d'ici. Voilà, depuis 1914, ceux qui m'ont succédé, enfin ceux qui sont moins succédés, on essaye de maintenir le parc dans la création, enfin dans cette optique de 1914. Voilà, rapidement, l'histoire du parc du Tabor. Alors, juste une photo du carré du Guesclin. Enfin, une photo pour l'aménagement. Ou le carré du Guesclin, ça s'appelle carré du Guesclin parce qu'il y avait, quand ça a été créé en 1825, ici, là, il y avait une statue du Guesclin, qui est une personne bien connue sur Rennes, parce qu'il était originaire de la région. Et voilà, et ça a été détruit quelques années après parce qu'on considérait que c'était pas flatteur pour cette statue qui n'était pas flatteur, donc elle a été détruite. Et donc ça a été viré, c'est devenu un seul boulin. Voilà. Ça c'est les Catherinettes. Ça c'est une photo. Tout à l'heure j'avais des plans, c'est une vraie photo. Les Catherinettes au début du siècle. Là on est en 1900. Les cascades ont été ouvertes en 1905. Et on est en fait, on était sur un fond de carrière, et donc ceux qui ont aménagé ça à l'époque, on tire le profit, on fait une très belle cascade. Donc ceux qui y vont maintenant, vous voyez que les arbres ont grandi, hein. Et c'est une caractéristique qu'on peut avoir sur ce parc-là, c'est qu'on a un patrimoine arboré qui est très vaste. On a plus de 1000 arbres sur ce parc. Et certains arbres qui datent de plus de 200 ans. Hein. Avant 1866, hein, qui était là préexistant, puisque vous voyez que l'histoire montre que le parc du Tabor vient de pas mal de choses avant. L'histoire n'a pas commencé en 1866, mais a bien commencé 300-400 ans plus tôt. Alors, quelques photos, voilà le boulingrin. Donc, alors, juste pour avoir en tête, vous voyez la photo, on a tout à fait l'impression que c'est carré. Donc ça, c'est l'art aussi de la perspective. C'est-à-dire que, suivant où on se met, si vous mettez du côté, du plus petit côté, vous avez l'impression que c'est carré. Et si vous allez de l'autre côté, vous avez totalement l'impression inverse. Juste pour vous revenir sur le plan, vous voyez, là-bas, hein, on n'a vraiment pas l'impression que c'est pas du tout carré, hein, c'est trapézoïdal, mais quand vous n'avez pas du tout la même impression. Et ça, c'est souvent très utilisé par les paysagistes, hein, pour donner de la perspective et de la profondeur, suivant ce qu'on recherche.
Si on veut donner la profondeur, eh bien on va travailler à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va accentuer l'effet trampolisé idéal et on essaiera d'orienter le visiteur de l'autre côté pour qu'il ait l'impression de champ très loin. Et si à l'inverse, on veut quelque chose qui a l'air beaucoup plus carré, beaucoup plus ample, eh bien on orientera le visiteur de ce côté-là, enfin du côté de ce côté-là, hein, pour avoir quelque chose qui a l'impression d'être très, très vaste. Alors quand on parle de fabrique, il y a le kiosque, voilà, c'était un lieu de vie qui aujourd'hui encore est étonnamment fréquenté. Il faut savoir que c'est un formidable instrument de musique. Tous ceux qui ont été, qui ont fait de la musique là-bas, ou même chanté ou autre, hein, disent que c'est formidable parce que sous le kiosque, ici là, sous le kiosque, vous avez une caisse de résonance, vous avez 4 mètres de vide, et c'est un plancher. Et donc c'est comme un tambour. Voilà. Et donc le fait de chanter, les ondes en fait se reflètent et sont amplifiées. Et donc c'était une sorte d'amplificateur naturel à l'époque où il n'y avait pas d'électricité et ainsi de suite. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous allez au milieu du kiosque que vous parlez, et bien autour, je n'ai pas besoin de micro, on m'entend très bien. Alors ce kiosque-là, il a eu sa grande gloire, c'était dans les années 1880, voilà, où il y avait des parades militaires, il y avait beaucoup d'orchestres, mais aujourd'hui encore, il y a le dimanche au Tabor, enfin c'est très très fréquenté par divers publics. Vous avez la grande partie française, Toulouse normalement interdite au public, mais là je vois que c'est un surveillant qui devait bien des gens. Et puis au fond, vous avez les serres qui sont en perspective, et ça c'est la partie française. Donc la partie française, c'est une partie qui ambitionne, hein, bien sûr, c'est le savoir-faire horticole de la ville, enfin des jardiniers surtout, et même si aujourd'hui on est dans une réflexion beaucoup plus environnementale, beaucoup plus extensive, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, on pense que c'est aussi une facette du jardinier de savoir faire ce genre de choses. Et donc on essaie de le préserver, de voir de l'améliorer. Et donc, la conception d'un massif, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser. Parce que ce massif-là, il doit être beau du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre. Là, on est dans des plantes annuelles. Puis après, on mettra des plantes bisannuelles pour l'hiver. Sauf que toutes les plantes n'ont pas le même cycle. Vous avez certaines plantes qui vont fleurir très tôt au printemps et qui vont disparaître, cramées par le soleil du mois de juillet. Et d'autres, à l'inverse, qui, par exemple ici le pyrètre, hein, qui à l'inverse, vont être très petites au printemps, enfin au mois de mai, mais qui seront magnifiques au mois de septembre. Et donc, la conception d'un massif doit tenir compte à la fois des plantes individuelles, mais du massif par lui-même, et une dynamique du massif, pour que dès le départ il soit harmonieux, et qu'il évolue dans le temps, et qu'il reste harmonieux, avec des plantes qui vont être petites, majestueuses, et disparaître, et inversement pour d'autres. Et donc quand on conçoit un massif, eh bien, on doit le concevoir pour qu'il soit beau au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, avec des plantes différentes, mais mises en place dès le départ dans le massif. Donc pour ça, on a une palette végétale de plusieurs centaines de végétaux. La conception commence en général au mois de mai de l'année N, par exemple au mois de mai 2016, pour que le millésime soit mis en place au mois de mai 2017. Un an à l'avance, on va concevoir les massifs. Un élément important, c'est la statuaire. J'estime que dans un parc, la statuaire est indispensable par sa dimension poétique, par sa dimension paysagère. Bon, là vous avez quelques panels de statues qui sont plus ou moins en état, avec des socles vides, et sur lesquels moi je rêve de réfléchir sur revisiter la statuaire de façon peut-être un peu plus contemporaine, quoique ce type de statue me semble intéressante. Parce que voilà, l'art dans le jardin, c'est important. Alors j'ai un petit clin d'œil, c'est ce que l'on a aussi en taille, donc c'est une sorte de statue, c'est l'IF, hein, le jardinier ici là qui taille, hein,
tous les ans. On a une petite partie du jardin qui est, on va dire, un petit bout d'Italie, dans lequel on a un reliquat de plantes taillées. Je pense que dans les années à venir, on essaiera de retravailler ça. Vous avez le jardin botanique. Le jardin botanique, c'est 3000 espèces qui sont mises en place tous les ans. Et qui sont mis en place avec pas n'importe comment, c'est-à-dire que plus vous êtes excentré, plus ce sont des plantes qui sont apparues tôt dans l'âge terrestre. Et plus vous vous rapprochez du centre, et plus ce sont des plantes qui sont apparues tard, c'est-à-dire, on va dire, il y a relativement peu de temps, alors que ceux qui sont en extérieur, c'est plutôt des plantes préhistoriques. Et donc, le classement, qui est très original, qui est sans doute même le seul exemplaire comme ça en France, n'a pas été classé par famille ou par ordre alphabétique, mais a été classé par ordre d'apparition sur la Terre. Et là-dedans, il y a une mine d'or, pour ceux qui aiment les plantes fabuleuses, avec plein d'usages. Je pense qu'il faudra travailler là-dessus, vous avez des plantes tactoriales, vous avez des plantes qui se mangent, vous avez des plantes médecine, ainsi de suite, qui sont très intéressants. Et donc, nos botanistes, il y a 3 botanistes, échangent avec le monde entier des graines, et ça fait partie de l'éthique du botaniste, c'est-à-dire que tous les échanges sont gratuits. C'est-à-dire que si l'université de Saint-Pétersbourg nous demande 3 sachets de telle graine, eh bien, on l'enverra gratuitement. Et inversement, si je repère sur ce qu'on appelle les index séminaires, si je repère des plantes qui m'intéressent sur un jardin botanique en Afghanistan, eh bien, je leur envoie un courrier ou un mail maintenant, et je recevrai, quelques semaines plus tard, des graines de l'Afghanistan du jardin botanique. Et tout ça, c'est gratuit. C'est suffisamment peu courant pour le souligner. Et donc, alors, si vous voulez les collections de timbres, allez les voir. Je reçois des timbres du monde entier. C'est assez étonnant de voir dans leur petit local comment ils travaillent. Vous avez aussi la roseraie, qui est bien sûr forcément un moment intemporel qu'on essaie de préserver avec tous les ans de nouvelles variétés. Voilà. Et donc, bon, je n'ai pas montré l'aire de jeu, je n'ai pas montré le caténette. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure en introduction, avant de parler, c'est que quand j'ai demandé sur le diaporama, j'ai commencé à regarder un peu dans ma bibliothèque des photos, et je me suis aperçu en fait, que j'avais assez peu de photos, notamment avec le public. Quand je passe plutôt tôt le matin et compagnie, je ne pense jamais à prendre mon appareil photo quand il y a du monde. Or, on fait le parc, on va dire pour se faire plaisir, bien entendu, mais aussi pour les visiteurs. Et en fait, j'ai très peu de photos avec les gens dessus. C'est quand même terrible. Alors, je propose d'intervenir maintenant sur qu'est-ce qu'on fait pour maintenir ce parc en état. Et puis, dans une troisième partie, je vous expliquerai ce que l'on fait comme travaux aujourd'hui. Et on est à un moment qui est assez unique. J'ai la chance d'y être. C'est que ce parc, donc, a, on va dire 150 ans, 1866, 68, que 150 ans après, on est à une étape où on le refait en essayant de le préserver. C'est des variétés depuis 150 ans. Donc voilà, la chance d'y être. Alors, première chose, c'est que c'est un parc hyper fréquenté. 1 500 000 visiteurs. Alors je le sais, pourquoi? Parce que mon ami, et je vous remercie quand vous allez au parc, vous permettrez d'augmenter les statistiques, puisque à chaque entrée, vous avez des bornes qui permettent de compter quand vous rentrez ou quand vous sortez. Donc avec ces bornes-là, on est capable de dire combien il y a de personnes en visite cette année et combien de personnes sont passées dans le parc. Donc c'est 1 500 000 visiteurs par an. Et donc, c'est un élément qu'on a mis en avant, notamment auprès des élus, pour dire c'est important de mettre un peu d'argent dans ce parc-là, parce que c'est un parc qui est très très fréquenté. Fréquenté par divers publics. C'est bien sûr les riverains, mais c'est aussi beaucoup de gens qui viennent avec leurs gamins pour passer la journée, mais c'est aussi beaucoup d'étudiants. Je pense que peut-être certains d'entre vous qui commencent à faire beau vent sur les pelouses. Voilà. Et puis c'est aussi des grosses manifestations, et c'est de plus en plus. D'ailleurs, ça nous inquiète. Mythos, par exemple. Vous avez une photo de Mythos, vous voyez, donc ça c'est le Boulingrin. Alors c'est toujours terrible parce que la veille, on a le sifflet, on dit interdit au public, et le lendemain, vous avez des chapiteaux et 15 000 visiteurs ou 30 000 visiteurs dans la journée qui passent. Donc vous avez la fête de la musique, vous avez tombé la nuit, vous avez... Voilà. Et ça c'est une demande sociale très forte, d'avoir des lieux de rencontre pour pouvoir être festif.
Et donc, pour arriver à maintenir le parc, malgré tout ça, eh bien, il faut un entretien quotidien. Alors, juste rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est qu'il faut savoir que tous nos espaces, 1500 lieux d'intervention, sont codifiés. On a 5 codes de maintenance, qui va du jardin structuré très fleuri, c'est-à-dire vraiment très horticole, où on aura une intensité de gestion très forte, à l'autre bout ici, des jardins de nature sur lesquels le but du jeu, c'est qu'on ne voit pas que le jardinier soit passé. Et entre les deux, on a 3-4 codes. Alors bien entendu, le parc du Tabor est considéré en jardin structuré, au même titre que le fleurissement de la place de la République, au même titre que le palais Saint-Georges, au même titre que les jardinières de centre-ville. Voilà. Et donc, alors attendez juste, non, je verrai ça après, excusez-moi, je vais bien entendu. Donc on va avoir une intensité de gestion, voilà, j'ai fait ça. Ça c'est tous nos lieux, donc vous avez toutes les couleurs de tous nos codes de gestion voilà, sur la ville. Et donc vous avez en bleu les jardins structurés très fleuris, sur lesquels du prestige, comme le parc du Tabor. Le parc du Tabor qui est ici. Donc, vous voyez, on est vraiment en hypercentre. Alors ça c'est une photo négative de tous nos espaces verts. Vous voyez, quand je disais que la ville est verte, c'est-à-dire que ce que vous avez, on voit bien d'ailleurs le développement des villes, je fais ça rapidement, c'est que vous avez l'hypercentre, ici, là, où il y avait en fait le parc du Tabor qui était en limite de l'hypercentre. Ça c'est la ville historique, avec les remparts ici. Et puis la ville dans les années, jusque dans les années 30, s'est développée, on voit ici à peu près, où c'était en fait un développement relativement simple, c'était une rue, une maison en bord de rue, et puis un petit jardin privé derrière. C'est typiquement ce qu'on voit sur Sainte-Thérèse, Lazare et compagnie, ou que McMahon, ainsi de suite. Et puis, dans les années 70, la ville, enfin 50-60, la ville explose, et vous avez une autre conception d'espace vert, comme le Clone, comme ici le Gast Morpa, comme Villejean, comme Cloné et compagnie, où là c'est un espace vert, des routes, et puis des bâtiments posés dessus. Et puis enfin, vous avez des grands parcs comme le parc des Gaillelles, qui a été créé ici, ça fait 100 hectares. Ou ici, toute la partie de la Côte-Vallée, ça fait 200 hectares. Voilà la ville donc, qui est relativement verte au final. Alors, entre le moment où le parc du Tabor a été créé, vous imaginez bien que le parc du Tabor a été créé en pleine campagne, il n'y avait rien autour. Vous traversez le parc du Tabor, vous étiez dans les champs. Il n'y avait pas de service espace vert à l'époque. C'était le jardinier en chef qui était sur place, et puis il y avait quelques personnes qui venaient voir ce qui s'appelait à l'époque, c'était des chantiers, sorte de chantier d'insertion, où on venait donner un coup de main en échange d'une véhicule de soupe, c'est un peu ça. Et puis donc après, ça s'est structuré, et puis il y a eu une exigence à partir des années 90, de beaucoup plus environnementale, prendre conscience, nous les premiers, qu'on est dans le mur, en voulant être plus fort que la nature. Dans les années 80, 70-80, c'était il y a trop d'herbes, on désherbe, chimiquement, il y a trop d'eau, on draine, il n'y a pas assez d'eau, on arrose, il y a trop de déchets verts, on achète un camion, il y en a encore trop, on achète un deuxième camion, il y en a encore trop, on achète un troisième camion avec un bras pour aller plus vite. Voilà. Mais on avait juste oublié une chose, c'est que la nature elle est finie et qu'on allait dans le mur. Donc on a commencé à réfléchir sur beaucoup de pratiques. Alors ça va être l'arrêt du désherbage et donc le paillage notamment, la gestion de l'eau, beaucoup plus de gérer l'eau à ciel ouvert plutôt que de vouloir nier la présence de l'eau. C'est des formidables acteurs de paysage, vous voyez un truc comme ça, ça peut être super. On a aussi commencé à dire, plutôt que les déchets verts travailler tout autour de la ville, on va essayer de les gérer sur place. On va essayer de recycler les matériaux. Enfin, voilà, on est dans cette logique-là. On commence aussi à redécouvrir l'intérêt des bocagères, où le lierre revient, la ronce arrive, aux grandes dames des Rennais qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour beaucoup de Rennais, un espace vert bien géré, c'est ça. Voilà. C'est un espace vert comme ça, dans lequel
le tondeur il fait le tour de l'arbre, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Or, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça, c'est une catastrophe environnementale. C'est très pauvre. Ce qui est riche, c'est les espaces en transition, les espaces où vous avez le gîte, le couvert pour les prédateurs, les parasites, ainsi de suite. C'est ça qu'on essaie de développer avec le concept ici de haies bocagères pour expliquer un peu aux riverains comment on peut faire. Alors, c'est du type d'espace qui commence à arriver, hein, que l'on voit, où pour avoir tout ça, il faut accepter que ce ne soit pas pour un moment donné. Là, vous avez tout un ensemble de plantes qui, pour pouvoir redevenir belles l'année prochaine, il va falloir la laisser se traîner, tomber par terre, et donc ça va être un moment sec. Et donc, le riverain qui est à côté, qui dit « Ah, c'était magnifique au printemps », nous écrivent en nous disant « Mais qu'est-ce que vous faites c'est pas tondu, il y a des serpents qui se mettent dedans. » Enfin, voilà. Et donc, c'est une culture qu'on essaie de redévelopper. Alors voilà des exemples de petits aménagements comme ça, ponctuels. Là, on est sur le Laune, où mes petites haies bocagères que je fais partout, et bien au final, on arrive à faire une trame, qu'on appelle la trame verte. C'est ce petit aménagement qui va permettre d'avoir des petits corridors dans lesquels tout le cortège de parasites et des prédateurs de nos parasites puissent se développer. Gros changement, c'est l'arrêt des produits des désherbants chimiques. Hein, on est parti notamment à partir des années 90, prise de conscience que, pour vous donner un ordre d'idée, hein, je prends ça là, je mets du Roundup, et avec ça, je suis capable de polluer 3 km de cours d'eau. La Vilaine sur 3 km, sur 20 mètres de large, avec un petit dé comme ça. Voilà, et donc, prise de conscience dans les années 90, c'était pas que les agriculteurs qui étaient pollueurs, c'était aussi nous-mêmes, en tant que gestionnaires, en tant que propriétaires, en tant que riverains, et donc mise en place progressivement de l'arrêt du désherbage dans les parcs et jardins. Et donc, mise en place de techniques de substitution, donc ça par exemple c'est un désherbeur mécanique, mais vous êtes des auxiliaires jardiniers, puisque vous-même en passant dans les allées, vous désherbez avec vos pieds. On ne vous le dit pas, mais vous travaillez pour nous. Alors, on a fait un guide de maintenance qui nous permet, pour ceux qui vont travailler sur le parc, pourront y travailler. Ce guide de maintenance montre tâche par tâche, quel outil, quelle fréquence, pourquoi on le fait, à quel moment. C'est une sorte de cadre qui permet après aux responsables d'équipe, par exemple aux responsables du parc du Tabor, de se dire le but du jeu, c'est d'avoir un parc de prestige structuré, très fleuri. Pour y arriver, je dois faire telle ou telle tâche. Et en fonction de la saison, en fonction de mes disponibilités humaines, en fonction de l'événement, et ainsi de suite, eh bien, je vais adapter ma façon de gérer, mais je vais respecter globalement ce cahier des charges. Et ce cahier des charges, il est fait pour l'ensemble des codes de maintenance. Alors, pour faire ça, on a deux équipes que vous rencontrerez pour ceux qui travaillent à mon parc. Vous avez une équipe de 12 jardiniers, donc qui assure le travail au quotidien, de ce parc-là, 365 jours sur 365. Donc, en fonction des saisons, bien sûr, les travaux sont bien sûr différents. Hein. Et puis, à côté, vous avez nos 3 botanistes qui sont vraiment des gens très intéressants, qui sont jardiniers mais botanistes aussi, qui passent souvent leur week-end à aller herboriser, qui connaissent extrêmement bien la flore bretonne, et qui, indépendamment de travailler à entretenir le jardin botanique ou le polinariat, sont aussi des forts conseils pour, lorsqu'on conçoit des fleurissements, notamment à base de plantes locales, dans nos aménagements, eh bien, on les questionne sur ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Éventuellement, ils nous approvisionnent en graines aussi. Voilà. Alors, donc, est-ce que je reviens, voilà, donc, ces deux équipes-là, donc, travaillent sur le parc et ce sont tous des passionnés. Hein, c'est pour beaucoup une vocation de venir travailler au Tabor. Mais le Tabor est un aspect du métier de jardinier, et souvent, ils passent une partie du Tabor, mais ils vont aussi aller dans d'autres secteurs pour apprendre d'autres métiers, d'autres valeurs du métier de jardinier, notamment la gestion beaucoup plus environnementale, puisque là, on parle du Tabor, même si aujourd'hui on n'utilise plus de produits phytosanitaires, on
on est quand même sur une gestion quand même qui est très, très intensive. Alors, je disais tout à l'heure qu'on est à un moment charnière du parc, et j'ai la chance de le vivre et de le proposer, c'est-à-dire que dans les années, début des années 2000, 2005, on faisait le constat suivant, c'est que le parc il était beau de loin, et loin d'être beau, si on veut dire, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que quand on commençait à avoir un œil un peu critique, on s'apercevait que les bassins étaient fermés, que l'orangerie était fermée, que le kiosque était fermé, que l'enfer était assez moyen, hein, que les cascades étaient fermées, que la grotte était fermée, que les statuaires étaient cassées, que voilà, que les grilles étaient rouillées. Enfin, voilà. Ça, c'était ce qui allait pas. Et puis ce qui allait bien, c'est qu'on avait un patrimoine arboré exceptionnel, en variété. C'est-à-dire que les frères Muller, qui ont implanté notamment dans les années 1870 beaucoup de plantes, étaient des paysagistes, mais avant tout, étaient des passionnés de végétaux. Et donc ils ont implanté tout un ensemble de variétés d'origine chinoise, et puis on n'était pas loin de Nantes, où il y avait des arrivées de plantes, c'était la grande époque où les botanistes ramenaient des plantes un peu partout, et donc c'était un champ d'expérimentation à Rennes, et donc il y a plein de plantes qui ont été plantées. Alors il y a des choses qui n'ont pas marché, et des choses qui ont très très bien marché. Donc on a fait il n'y a pas très longtemps un inventaire des arbres, on a 1000 arbres sur Rennes, enfin 1000 arbres dans le parc du Tavor, et d'une manière générale, ces arbres sont plutôt en bonne santé. Mais toutes les fabriques étaient par contre arrivées en fin de vie, et donc on a proposé, fin des années 2010, un programme sur 10 ans de réhabilitation de toutes ces fabriques pour redonner un peu le lustre qu'avait perdu le parc du Tavor. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà un peu les zones qui posaient problème. Vous retrouvez, alors vous avez, ça c'est un bilan qui a été fait en 2014. Donc c'est un petit peu évolué depuis. Hein. On a commencé donc en 2010. Je n'ai pas mis d'ailleurs. On a commencé par le kiosque, j'ai oublié de le mettre. Le kiosque en 2010, où le kiosque a été entièrement démonté et remonté, pièce par pièce, avec des entreprises qui ont retrouvé les techniques d'antan. Par exemple, les poteaux sont en fonte, les jointures avec le toit ont été faites avec de la fonte coulée, du plomb coulé sur place. Enfin, des techniques à l'ancienne très intéressantes. Ensuite, eh bien, on a refait l'enfer, je vous montrerai les photos, on a planté de la vigne ici. Donc là, on a fait la cuvée Sainte-Melaine. J'espère que d'ici 3-4 ans, on pourra sortir première récolte. Alors, c'est aussi un espace chien, parce qu'il fallait qu'on le mette quelque part. Alors, les mauvaises langues disent que c'est la cuvée au Médor. On verra. Alors, on a refait ensuite toute la partie cascade, les bassins, l'aire de jeu. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça rapidement en photo. Voilà, par exemple ici, hein, on a coulé je ne sais plus combien de centaines de mètres cubes de béton pour refaire de l'étanchéité, qui était le parc du Tavor, ça perdait plus de 50 mètres cubes tous les jours. Vous multipliez ça par 365, vous avez 15 ou 20 000 mètres cubes par an qui étaient perdus. Donc ça arrosait un peu les arbres, enfin c'était quand même du gâchis. Donc on a essayé d'étancher tout ça. Ça c'est le kiosque qui a été entièrement démonté et remonté, avec peinture, retrouver les couleurs dans le temps. Tout ça par exemple, ça paraît, vous voyez, par rapport au petit bonhomme ici, là, ça c'est uniquement la partie ici là, du toit. On dirait sur place, vous verrez un peu l'échelle. Voilà, donc ça c'est fait en 2010-2011. On a refait ici l'enfer. Donc ça c'est une photo qui a été prise au début du siècle, c'était déjà comblé plus ou moins, mais aujourd'hui on est encore 3-4 mètres plus haut. Et là on a fait un théâtre de verdure. Voilà une photo en nuit avec un jeu de scène. Et c'est un parc qui est très fréquenté, et on a été, notamment on a réfléchi sur la pelouse. La pelouse elle va être capable d'absorber un fest-noz par exemple. Alors c'est un fest-noz, là c'est 1200 personnes qui sont en train de piétiner la pelouse. Ceux qui ont dansé le fest-noz savent ce que c'est. Hein. Donc il fallait que la pelouse soit costaud, et donc on a fait un gazon renforcé pour résister à ça. Donc on a changé le mobilier, on a fait la clôture de la brasserie, enfin on a fait pas mal de travaux comme ça. On a fait toute la sélénitique, qui
qui est un point important. Quand on a 1 500 000 visiteurs, alors bien sûr on a plein de gens qui viennent, mais qui viennent tous les jours, qui viennent très souvent, et on a aussi un certain nombre de personnes qui viennent de manière très anecdotique. Et donc il faut pouvoir, ne serait-ce que dire, c'est quoi l'histoire du parc, où sont les toilettes, où sont les pelouses autorisées ou interdites. Voilà. On a refait aussi la cascade, ça c'est 1912, à la grande époque où tout marchait très très bien. Ça c'est quelques années après, vous voyez, 100 ans après, tout était fermé. C'était très triste. Alors ça avait été fermé parce que il faut imaginer qu'à l'époque, ça là, c'était en eau perdue. C'est-à-dire que l'eau arrivait en haut du parc, descendait par barrage de bassin et puis se terminait en bas du parc et puis partait dans la Vilaine. C'était 100 000 mètres cubes jour. C'était du délire. Donc ça a été mis après en circuit fermé, hein. Là oui, la cascade qui a été refaite en 2012, enfin 2013 ou 2014, on est passé en circuit fermé, avec une difficulté majeure, par exemple, c'est que entre le moment où j'allume, que l'eau monte en haut et redescend, il se passe un quart d'heure. Bon, c'est très bien, mais c'est-à-dire que le soir, quand j'éteins, pendant un quart d'heure, ça continue de couler. Donc il fallait qu'on ait un bassin suffisamment grand en bas pour pouvoir accueillir cette sorte de lame d'eau qui se baladait, qui fait 50 mètres cubes au final, pour la stocker, pour pouvoir la réutiliser le lendemain matin. Et pour ne pas avoir à perdre le soir. Vous avez l'aire de jeu hein, qui a été refaite l'année dernière. Donc voilà l'aire de jeu en cours de construction. Ceux que j'ai tout à l'heure, regardez cette photo, il n'y a personne, il n'y a pas un chat dessus. Alors que, voilà, je dis un peu, mais ceux qui ont été faire un tour de l'aire de jeu, hein, c'est très très fréquenté. C'est une aire de jeu qui est à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que on peut, quand on habite Bruges ou je ne sais pas où, on peut passer la journée au parc du Tabor avec les gamins. Voilà, rapidement, hein, le parc du Tabor. Donc aujourd'hui, la première vocation que l'on a, c'est que le travail du jardinier ne se voit pas. C'est-à-dire que, voilà, il y a une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien et qui permettent que le parc soit beau tout au long de l'année, malgré toute la pression d'usage. Il suffit d'aller faire un tour au mois de mai quand il commence à faire beau, de voir les centaines ou les milliers de personnes qui s'allongent sur la pelouse. Ça veut dire que ça c'est possible parce que derrière, vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'arrosage, qui va arroser la nuit, quelqu'un qui s'occupe de tondre avant que les gens arrivent, quelqu'un qui ramasse les papiers, quelqu'un qui passe de l'engrais éventuellement. Il faut que ça pousse. Est-ce que vous avez des questions, de manière globale, sur ce parc? Les animaux. Il y avait des animaux. Ah oui, alors, je peux parler des animaux. Je n'ai pas parlé des animaux, effectivement, je n'ai même pas pris une photo de la volière, vous avez raison. Alors, les animaux, ça retrace aussi un peu la façon de voir qu'on avait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des ours dans le parc du Tabor. Alors, j'ai pas de photo, hein. Il y a eu des singes, il y a eu des daims. Peut-être que certains ont connu les daims. Les singes aussi. Bon, voilà. C'est terrible, parce qu'il faut voir les conditions pour les animaux, hein, les conditions de... Ils avaient la pelade, ils étaient pauvres. Consanguinité, enfin, c'était quand même terrible. C'était une façon de montrer les animaux qui était quand même assez terrible. J'étais au parc de la Tête d'Or il n'y a pas très longtemps, on discutait avec le responsable du parc de la Tête d'Or, et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les éléphants. Non? Vous avez entendu parler de ça? Le parc de la Tête d'Or, il y avait deux éléphants qui vivaient dans un enclos qui faisait peut-être, je sais pas, 200 mètres carrés. Ils étaient attachés aux pieds pour pas qu'ils aillent, bien sûr, blesser un touriste. Il y avait une douve qui faisait 3-4 mètres de profondeur pour pas qu'ils sautent. C'était, et donc les problèmes de ces animaux, d'ailleurs c'était des conditions qui étaient quand même vraiment pas terribles. Et puis ces animaux, on détecte dessus qu'ils avaient, je ne sais plus quelle maladie c'était, une maladie qu'on peut attraper, je crois que c'est la coqueluche. Et donc, la coqueluche, comme c'est transmissible à l'homme, eh bien on décide de les abattre. Bien sûr, prendre la combat de tout le monde, hein, qui veut essayer de sauvegarder les animaux. Et donc, c'était absolument pas politiquement acceptable de les abattre. Et donc là, ils étaient un peu coincés. Ils ne pouvaient pas les garder parce qu'ils étaient vraiment en sale état. Et heureusement, la principauté de Monaco, dans un grand largesse, a accepté de prendre ces éléphants. Si vous allez à Monaco, je ne sais pas où, dans un parc,
vous aurez 2 éléphants qui se baladent, qui sont des éléphants pas gratuits. Donc aujourd'hui, il en reste les animaux, hein, mais c'est essentiellement des volatiles. Donc vous avez des canards, des cygnes, et puis la volière. Il y a, si vous avez l'occasion d'aller faire tout, il y a un passionné, hein, j'ai un collègue jardinier qui est jardinier animalier, hein, qui est un passionné d'animaux, qui bichonne tous ces perroquets, notamment les perruches et autres. Qui est assez étonnant, je trouve. Il est donc jardinier, il est passionné de volatiles, et le week-end, il est jury de concours de vaches laitières Holstein. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est assez éclectique et qui est assez, passionné par rapport à ça. Voilà, donc les animaux, bah, on est plutôt aujourd'hui dans l'optique de dire on va essayer de favoriser les animaux qui naturellement vivent dans le coin. On préférait aujourd'hui avoir une mésange qu'un singe ou qu'un dinde. Ça me semble plus logique dans la conception aujourd'hui, respectueuse de l'environnement, que d'avoir des choses comme ça qui n'ont rien à faire dans ce parc. Et ça, encore une fois, c'est l'histoire aussi du parc qui correspondait aussi à une mentalité, hein, où voilà, on faisait à la fois un jardin qui se montrait, mais aussi dans lequel on montrait des choses qu'on n'avait pas à la télé à l'époque. Donc voilà, c'était une façon de montrer un petit peu tout le monde ça. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais aussi, c'est que quand le parc a été créé en 1866, à l'époque, tout était interdit. Alors, j'ai pris un extrait du règlement à l'époque, donc 1868. Article 3, tenue décente et honnête obligatoire, pique-nique interdit. Article 4, interdit aux enfants de moins de 12 ans, non accompagnés. Interdit de lutter. Article 5, interdit aux chiens et aux autres animaux. Article 6, interdit de toucher ou de cueillir les plantes. Article 7, interdit de rentrer dans les serres. Article 8, interdit de ramasser les graines et les fleurs. Article 9, pelouse interdite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, voilà, donc c'était, à l'époque, on venait se montrer, c'était un parc de contemplation, on venait s'asseoir, mais il ne fallait surtout pas venir, comme on fait aujourd'hui, qui correspond à une vraie demande sociale, venir s'allonger, venir pique-niquer, venir éventuellement écouter un petit peu de musique. Voilà. Les gardiens étaient terribles parce que c'était des mutilés de la guerre. Et donc ils étaient impressionnants pour les gamins. Parce qu'ils étaient, pour les gamins, ils avaient des jambes en bois ou des bras. Ils n'étaient pas forcément très aimables avec les enfants. Ouais. Là, nos surveillants, ils sont briefés, c'est-à-dire qu'il y a un règlement, et puis il y a l'esprit du règlement. Je vous explique. Le règlement, c'est interdit à jouer au ballon. Voilà. Mais une fois que vous avez dit ça, si vous venez avec votre gamin qui a 2 ans, et vous avez un petit ballon en plastique, vous n'aurez pas le même comportement que si c'est des ados qui viennent avec un ballon en cuir. Tenue décente exigée. C'est quoi la tenue décente? Aujourd'hui, ça se partage. Suivant la façon de regarder, on n'aura pas tout à fait la même perception de la tenue décente. Alcool interdit dans le parc, sauf si pique-nique. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que une bande de jeunes qui viennent avec 14 packs de bière et un paquet de chips, est-ce que c'est un pique-nique? Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça s'appelle l'esprit du règlement, dans lequel on tolère, c'est-à-dire qu'un couple d'amoureux qui viendra avec 2 verres de vin blanc, on sera plus toléré que d'autres qui viendront pour faire un peu les cons. Voilà. Même si, vous le savez peut-être certains d'entre vous, il y a une vie après la vie, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le parc du Tabor vit aussi la nuit. Je ne vous dirai pas par où vous rentrez, parce que je pense que vous savez déjà par où on rentre. Donc c'est pas gênant en soi si on respecte le patrimoine. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. C'est-à-dire que, voilà, je sais très bien qu'il y a des centaines de personnes qui se baladent dans le parc. Ça fait partie, je pense, d'un rythme initiatique pour un certain nombre de personnes. Mais des fois, il y a ce débordement. C'est vraiment dommage parce que derrière, c'est tout le travail de jardinier qui foutu en l'air. C'est aussi bien le patrimoine qui n'est pas respecté et nous, on essaie au maximum de le faire respecter. Voilà.
Alors, on parlait de niveau, effectivement, j'ai pas parlé des ruches. Vous avez, dans le bas des capinettes, vous avez des ruches qui ont été implantées il y a 3-4 ans, avec, en partenariat avec un agriculteur amateur qui vient récolter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coin, il y a plein de ruches. C'est-à-dire que, en dehors du parc du Tabor, il y a des grands jardins, et vous avez en fait beaucoup de ruches qui sont là. Et qu'on constate, c'est que les ruches en ville se comportent beaucoup mieux que la campagne. Pourquoi? Parce que vous avez tout un cortège de plantes qui fleurissent tout au long de l'année, et donc les ruches, les abeilles, ont besoin de pollen tout au long de l'année. Or, en campagne, la difficulté qu'il y a, c'est qu'avec la monoculture, vous avez des périodes de pleine abondance, mais vous avez des périodes de disette très fortes. Alors, si vous dites disette plus désherbants ou insecticides, eh bien, vous avez des ruchers qui périment parce qu'il n'y a plus rien à manger. En ville, ce n'est pas le cas. Alors, il y a un phénomène un peu nouveau qui arrive, qui nous déstabilise un peu, c'est l'arrivée du frelon asiatique. Le frelon asiatique est arrivé en France il n'y a pas très longtemps, il y a 7-8 ans, arrivé avec des poteries, importation de poteries, puis c'est arrivé à la fois à Saint-Malo et puis à Bordeaux. Et puis depuis, ça se développe de manière exponentielle. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, on devait avoir 3 nids sur Rennes. L'année dernière, on a dû avoir une cinquantaine de nids. Cette année, on est à 250 nids repérés. Chaque nid étant plusieurs milliers d'individus. La première fois qu'on a vu un frelon sur Rennes, on l'a vu au parc du Tabor. Sur une plante qui s'appelle l'angélique de Chine. Et donc, cette plante avait fait le tour du monde pour arriver au parc du Tabor. Et le frelon asiatique, qui a fait le tour du monde aussi, la première chose qu'elle a été voir, c'est une plante qui était originaire de son pays d'origine. Maintenant, dans la nature, enfin, qu'il avait reconnue, une plante qui devait être, à mon avis, adaptée à son régime alimentaire. Et c'est là-dessus, donc, l'angélique de Chine, qui est une très belle plante, indépendamment de ça, où on a pu repérer les premiers frelons asiatiques. Et le problème du frelon asiatique, c'est que lorsqu'il a du pollen, il se nourrit de pollen, mais surtout, il va se nourrir d'abeilles. Il se met juste à la sortie de la ruche. Et lorsque la ruche, quand l'abeille revient bien chargée en pollen, donc lourde, donc qui se développe, enfin qui d'un coup vole très lentement, eh bien il la chope, il coupe la tête, il coupe les pattes, il ramène de l'abdomen et il mange de l'abdomen. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique en ville, parce que le frelon s'est très bien développé, et le premier prédateur de l'abeille, c'est le frelon asiatique. Mais le frelon asiatique, c'est aussi un prédateur de la pyrale du buis. La pyrale du buis qui vient aussi d'Asie. Et la pyrale du buis, c'est un petit papillon qui est en train de bouffer nos buis. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de délinguer le frelon asiatique qui sont aussi un prédateur de la pyrale du buis voilà. Tout ça, c'est des équilibres. Et on est aujourd'hui beaucoup plus en train d'essayer de travailler sur les équilibres en ville, parce que de toute façon, la nature est plus forte que nous. S'il y a un message à retenir aujourd'hui, ce soir, c'est que la nature est plus forte que nous. Et donc, vivons avec la nature plutôt que contre la nature. Et c'est aujourd'hui l'orientation qui est prise pour la gestion du parc. Par exemple, depuis 2005, ça fait plus de 10 ans, il n'y a plus un insecticide utilisé au parc du Tabor, il n'y a plus un désherbant utilisé au parc du Tabor, et très peu de fongicides, pas de fongicides. Et on travaille plutôt sur le cortège végétal et sur la façon de travailler les plantes. Voilà. D'autres petites histoires? Toujours sur les animaux, en fait, est-ce qu'il y a des animaux presque sauvages qui sont dans le Tabor? Je m'en entendu parler d'un renard. Alors, moi j'ai pas de trace de ça. Il y en a des renards en ville. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, en rue de Verne, donc, dans la poterie, il y en a un qui a été écrasé. Alors, sur Paris Tabor, je suis quand même un peu étonné. Par contre, hérisson, il y a, bien sûr, écureuil. Et puis surtout, c'est beaucoup de la petite faune qu'on ne voit pas, mais par exemple, il y a une étudiante qui travaille sur le carabe. Le carabe, c'est un petit insecte, faire des pièges pour repérer. Ça vit la nuit, on ne le voit pas, mais ça fait partie de la vie. Et c'est aussi ça le facteur d'équilibre du parc, c'est ce qui vit la nuit et qui permet d'assurer tout le recyclage, notamment des débris végétaux, et
voilà, sans ça, qui ne permettrait pas aux arbres de pousser, aux végétaux de se reproduire. Et les serres étaient là au début? Alors, les serres, j'ai pas trouvé de photos, il faut aller voir sur internet, j'ai pas eu le temps de le faire. Les serres ont été créées en même temps que en 1860. C'est des serres, si vous allez au parc de la Ville d'Or, c'est les mêmes qui eux ont aussi été préservés. C'est des serres qui étaient vraiment très très belles, qui étaient entre eux, donc il y avait, si vous voyez l'orangerie, si j'ai retrouvé une photo de l'orangerie. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. L'orangerie ici, vous aviez en fait un pavillon d'un côté, un pavillon de l'autre, et au milieu c'était des serres, magnifiques serres. Et puis, il y a eu la guerre en 1940. Il y a eu des bombardements dans le coin, surtout la voie ferrée, et ainsi de suite. Et le souffle des bombes ont fait éclater tous les verres. Et la structure, en fait, pendant 1940, il n'y avait pas d'argent, n'a pas été entretenue, et la rouillée, c'était du fer qui n'était pas, bien sûr, on n'avait pas les techniques d'aujourd'hui, donc le fer a rouillé. Et après la guerre, eh bien, il n'y avait pas d'argent, c'était pas la priorité, bien sûr, il fallait reloger les gens. Donc ça a été laissé à l'abandon, et en 1950 à peu près, on a décidé de les détruire, et c'est une orangerie qui a été faite ici, qui n'est pas du tout dans le style de ce qu'il y avait avant, hein, qui a été construit après, et qui aujourd'hui est dans l'état des serres en 1940. Aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour les refaire pour l'instant, j'espère qu'on y arrivera. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver l'argent nécessaire pour le refaire, et il est interdit au public parce que le toit menace de s'écrouler. Donc c'est un éternel recommencement. Hein. Ça fait partie des fabriques qu'on espère bien pouvoir refaire dans les années futures, comme le kiosque. Or, le kiosque, hein, c'était quand même 500 000 € pour refaire le kiosque. C'est un peu les sommes qui sont en jeu. Donc, une opération comme l'orangerie, c'est plus d'1 million d'euros pour refaire ça. Donc, c'est pas des trucs seuls. Et j'espère bien, avec les collègues de la culture, y arriver. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y a une production alimentaire à part les vignes d'abord? Alors non, pas aujourd'hui, plus aujourd'hui. Il y a eu, donc, quand je reviens sur l'histoire, hein, les moines ont eu beaucoup de vergers, production alimentaire. Un peu plus récemment, pendant la guerre, 39-45, une partie des pelouses ont été transformées en champs à patates pour nourrir la population. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est, à part le petit bout de ville qui a été planté, c'est les seules productions. Alors là-dedans, il y a des plantes qui sont comestibles, hein, qu'on pourrait tout à fait consommer, mais qui ne sont pas produites, enfin, qui ne sont pas cultivées pour faire de l'alimentation. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres lieux, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de plus en plus de faire des vergers alimentaires, hein, ou mettre à disposition des terrains sur la ville pour des particuliers qui voudraient faire des petits jardins de pieds d'immeuble. Mais sur le parc du Tabor, aujourd'hui, on est quand même sur un parc de prestige, sur lequel le premier usage, c'est la contemplation, le repos, voire la rencontre avec les copains, mais pas forcément le jardinage. Il y a d'autres lieux qui se passent mieux. Bon. Très bien, j'espère que ça vous a donné envie d'aller faire un tour au parc. Surtout que le printemps va être